l'allocution d'Emmanuel Macron ont commencé à fuiter dans la presse. Pour en parler, Quentin Calmet nous a rejoint sur ce plateau. Quentin, on en sait donc un petit peu plus sur ces mesures. Oui, tout à fait, Delphine. Les informations fuitaient au compte-gouttes depuis ce matin. L'agence France Presse, l'AFP, a pu se procurer les 18 pages du discours tel qu'il devait être donc prononcé hier et diffusé à 20h sur toutes les chaînes de télévision. Et donc avec des mesures tout d'abord en matière de fiscalité. Vous allez le voir, avec une baisse des impôts des classes moyennes, une baisse qui serait financée, qui était financée telle que proposée dans le discours par une suppression de certaines niches fiscales. Des annonces qui devaient également comporter un volet sur le pouvoir d'achat, avec la réindexation des retraites de moins de 2 000 € sur le niveau de l'inflation. La prime de 1 000 € défiscalisée telle qu'elle avait été annoncée en décembre, eh bien, elle aurait été pérennisée dans le temps. Et également un troisième volet avec cette annonce, plus aucune fermeture d'école et d'hôpital jusqu'à la fin du quinquennat. Et un symbole, l'annonce de la fermeture de l'ENA, l'école normale d'administration. Cela veut dire, Quentin, qu'il y aura une réforme constitutionnelle avant l'été, et Tout ici, à fait. notamment au Sénat. Oui, c'est l'autre volet de ces annonces dans ce discours qui devait être prononcé à 20h hier. Plusieurs mesures comme la simplification du référendum d'initiative partagée. Il existe déjà, mais le discours prévoyait donc de le simplifier. Également la création d'un RIC local, c'est une mesure forte demandée par de nombreux gilets jaunes. Et aussi une mission de contrôle renforcée pour le Parlement. Je vous lis ce que le texte ce que Emmanuel Macron devait dire hier. Cette réforme constitutionnelle recentrée sur la participation des citoyens et notre organisation territoriale sera soumise par le gouvernement au Parlement à l'été. J'attends des assemblées qu'elles puissent trouver un aboutissement cette année. Donc relancer le processus de réforme institutionnelle d'ici l'été pour une adoption avant la fin de l'année. Merci beaucoup, Quentin, pour Avec toutes plaisir. ces précisions. Et on va continuer les réactions à la fois à ces annonces, mais aussi à cet incendie spectaculaire qui a ravagé hier la cathédrale Notre-Dame à Paris. Avec vous, Tam Tranui. Premier invité aujourd'hui, le sénateur En Marche de Paris, Julien Bargeton. Effectivement, Julien Bargeton, tout d'abord, votre réaction à ces annonces d'Emmanuel Macron qui ont donc fuité. Baisse de l'impôt sur le revenu, pérennisation de la prime exceptionnelle de fin d'année, mais aussi réindexation des petites retraites sur l'inflation. Tout ça, ce n'est pas très disruptif, c'est pourtant ce qu'on nous avait promis. Je ne peux pas commenter ce qui sont aujourd'hui que des fuites. Nous sommes dans une période de recueillement national. Le président de la République a reporté son allocution et il fera en temps voulu, comme il le dit lui-même. Donc vous comprenez bien que moi je ne peux pas commenter ce qui relève de fuite. On verra ce que le président de la République dira au final. Voilà, ça correspond à des choses qu'on avait entendues avant, mais il faut écouter le président de la République. En tout cas, sur le fond, vous seriez d'accord avec ce type de mesure? Moi, j'attends de voir ce que va dire le président de la République de façon définitive. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va parler, puisque à la suite de l'incendie de Notre-Dame, nous sommes dans une période qui est de recueillement, de douleur aussi, parce que je pense que pour les Français et les Parisiens, c'est évidemment une grosse perte. Les travaux vont être très longs. Le Conseil des ministres de demain sera entièrement consacré à Notre-Dame. Donc vous voyez bien que le président de la République et le gouvernement ont d'autres soucis en tête en ce moment. L'allocution viendra plus tard. Vous êtes ennuyé que tout cela soit sorti, alors même que, on a annoncé tout de même cette trêve politique pour toute cette semaine. Tout cela n'est pas très opportun? Moi, je souhaite que cette trêve politique soit respectée parce que nous avons vécu un événement très douloureux. Je vois que c'est plus ou moins respecté en fonction des personnalités. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce que j'ai vu. De Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je crois que on est dans un moment de peine, de douleur. Heureusement, moi je pense surtout, vous savez, aux pompiers, aux 10 pompiers qui se sont sacrifiés, qui ont pris le risque de sacrifier pour sauver Notre-Dame. Parce que quand ils ont pris la décision de monter dans les tours, ils ne savaient pas s'ils redescendraient et ils l'ont fait. C'est à eux que je pense parce que ce sont nos héros. Ils avaient 1h30 pour sauver les 2 tours de Notre-Dame et la Rosace et ils l'ont fait. Ils y sont parvenus, alors même que pendant un moment assez long, et ça s'est joué à un quart d'heure, on a cru qu'on allait perdre entièrement Notre-Dame qui menaçait de s'effondrer sur elle-même. Voilà. Vous qui étiez ce matin à la réunion avec Anne Hidalgo et les différents présidents des groupes politiques au Conseil de Paris, qu'est-ce qu'il est ressorti de toute cette réunion? D'abord, nous avons évoqué la situation et puis nous avons tracé des perspectives pour la suite, sur l'avenir du bâtiment. Notre-Dame, vous savez, moi je suis parisien, je suis né à Paris, donc c'est un point de repère incroyable dans la ville. Je l'ai vu tout petit, j'y suis allé très souvent. Chaque année, j'y allais écouter un concert de l'Orchestre de Chambre de Paris, qui est l'orchestre de la ville de Paris.
j'y ai entendu le Requiem de Fauré, j'y ai entendu le Gloria de Vivaldi. Enfin, c'est un lieu extraordinaire, un lieu de mémoire pour les croyants comme pour les non-croyants, pour les Parisiens comme pour les Français, pour l'Europe comme pour le monde. Donc d'abord, nous avons parlé de ça, nous avons salué l'effort des pompiers, le fait que nous avons pu sauver ce qu'il y avait à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, grâce aussi au service de la ville. Et puis, nous avons évoqué les coûts de la reconstruction, savoir si le parvis, savoir si le parvis serait accessible ou pas, parce que vous savez qu'il y a 12 millions de personnes qui viennent, mais ils ne montent pas forcément dans les tours ou ils rentrent pas forcément dans Notre-Dame. Il faudra savoir si le parvis est accessible. Ça, c'est en fonction de la fragilité de l'ensemble. Il faudra avoir le coût des travaux, sans doute plusieurs milliards d'euros, peut-être 10 ans de travaux ou plus. Et puis, nous avons aussi parlé de la façon dont ça allait se passer. Est-ce que Saint-Sulpice sera utilisé ou Saint-Eustache? Voilà, il y a beaucoup de sujets, mais nous sommes d'abord dans la peine. Et puis, comme l'a dit le président de la République avec ses mots très justes, nous rebâtirons Notre-Dame. Eh bien, merci beaucoup, Julien Bargeton, pour votre réaction. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. Et vous venez de l'entendre, recueillement, douleur, ce sont les mots de Julien Bargeton, car une des conséquences de cet incendie, c'est cette trêve politique, ce qui s'est instauré hier entre les différents candidats, notamment aux élections européennes. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs suspendu leur campagne, comme nous l'explique Quentin Calmy. Hier, 19h50, la flèche de Notre-Dame s'effondre et la sidération s'empare de tous. Au même moment, Emmanuel Macron a finalisé sa déclaration prévue pour 20h. Mais face à l'ampleur de l'incendie de la cathédrale, le président de la République décide d'un report des annonces. Il se rend une première fois sur le parvis de Notre-Dame, puis une seconde fois 3 heures plus tard. Au même moment, Jean-Luc Mélenchon, visiblement affecté, prend la parole. Face aux caméras, le dirigeant de la France Insoumise fait un éloge de la cathédrale. Je pense à cet ange qui se trouve sur la flèche et qui regarde le zénith à l'heure où le soleil se lève et puis se couche. Notre-Dame est depuis plus d'1 millier d'années le métronome des Français. Petit à petit, au fil des réactions politiques, la campagne pour les européennes s'arrête. L'actualité s'impose. Vous suspendez tout, vous? Écoutez, de toute façon, on n'avait pas de grands meetings prévus ces prochains jours, donc on n'a pas à se poser la question. Mais ces moments d'émotion collective, ils sont rares. Face à l'émotion dans le pays, les têtes de liste annoncent suspendre la campagne pour au moins 24 heures. Nathalie Loiseau, pour La République En Marche, dit se joindre, je cite, à ce moment d'union nationale et suspend également la campagne jusqu'à nouvel ordre. Mais déjà, les annonces prévues par Emmanuel Macron commencent à fuiter dans la presse. Référendum d'initiative citoyenne à l'échelon local, fin de certaines niches fiscales, suppression de l'ENA. Autant de propositions qui devraient très vite relancer le débat politique. Et deux invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Dallier. Bonjour, vous êtes vice-président du Sénat, sénateur LR de la Seine-Saint-Denis. Et puis Emmanuel Grégoire, bienvenue à vous. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Paris. On vient d'entendre quand même cette campagne pour les élections européennes qui est suspendue. C'est une bonne chose, cette unité nationale après cet incendie? Oui, d'abord c'est très appréciable et ensuite c'est bien que notre pays, quand il est confronté à des événements graves, parce que même si ce n'est qu'un bâtiment et heureusement il n'y a pas de victimes, chacun en mesure l'importance historique. C'est appréciable de voir qu'un pays qui est parfois traversé par des turbulences, c'est s'apaiser, c'est faire preuve de concorde. Et donc c'est vraiment à l'honneur de tous les têtes de liste qui ont assez spontanément répondu à l'appel du président. Ça a un peu perturbé aussi le calendrier de l'Élysée avec Emmanuel Macron qui devait faire son allocution hier, annulée au dernier moment. On a vu quelques annonces qui ont commencé à fuiter comme la suppression de l'ENA, la revalorisation des pensions pour les retraités les plus modestes. Une réaction, Emmanuel Grégoire, justement, à ces premières annonces? Alors d'abord, être prudent parce qu'il s'agit d'annonces dont on ne sait pas si c'est une fuite officielle ou officieuse, etc. Je pense que ça met effectivement la présidence dans l'inconfort. Je crois que tout le monde lui est reconnaissant d'avoir décalé la déclaration d'hier soir parce qu'il aurait été incongru qu'il le fasse. On va laisser le temps de l'officialisation, mais les annonces sont un peu conformes à ce qu'on attendait, c'est-à-dire c'est travailler plus pour gagner plus d'une certaine manière, une baisse de fiscalité, une augmentation d'un certain nombre de dispositifs de pouvoir d'achat, quelques mesures que je qualifie de symbolique et que moi je désapprouve, que je considère même un peu démagogique sur la question de la suppression de l'ENA, qui pose plein de questions, cette grande école, mais qui est aussi une école de la méritocratie républicaine
gaulienne, et donc avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc voilà, on va attendre d'abord confirmation, mais je crois qu'il n'y a pas de surprise, et notamment pas de surprise suffisante pour apaiser la colère sociale, je le Philippe crains. Dallier, vous partagez cette analyse? Il y a des mesures démagogiques? Je la partage plutôt, effectivement. C'est vrai que la suppression de l'ENA, franchement, c'est une mesure toute symbolique. Elle ne changera rien. On peut même se demander si, au bout du compte, ça n'aggravera pas ce système de caste. Enfin, bon, je pense que ça, c'est purement démagogique et personne ne demandait cela. Sur le reste, les mesures de pouvoir d'achat, là aussi, sont celles qui étaient attendues. On verra s'il y a autre chose, parce qu'effectivement, est-ce que cette liste est complète? Nous n'en savons strictement rien. Reprise de la révision constitutionnelle avant l'été, nous dit le président. Ça, c'était attendu également. On verra. Maintenant, sur le besoin de participation des Français, si effectivement l'idée du président de la République est de mettre le RIC dans les pattes des maires et des élus locaux, on le remercie effectivement de son idée, mais d'abord le RIC, je pense que c'est une très mauvaise idée, mais alors l'imposer au niveau local, dans quelles conditions, dans le climat actuel, franchement, je pense que là aussi c'est une mesure symbolique et une mauvaise mesure. Alors je le disais, l'effroi, la stupéfaction, hier soir un peu avant 19h, Notre-Dame de Paris s'est embrasée, un incendie a priori accidentel. La cathédrale faisait l'objet de travaux de restauration. La flèche littéralement détruite par les flammes s'est effondrée devant les yeux de milliers de personnes qui ont assisté à ce drame. Les pompiers à pied d'œuvre toute la nuit sont parvenus à éteindre l'incendie ce matin. Mais je le disais, l'émotion reste palpable. Écoutez d'ailleurs ces réactions recueillies sur place par nos équipes. C'est un feu intérieur en réalité. Vous voyez, ça brûle de l'intérieur, quoi. Je peux pas vous en dire plus. J'ai suivi toute la nuit l'avancée. Je suis même levée en pleine nuit pour vérifier parce que voilà, je travaille ici parce que je suis attachée à ce monument et ça m'a fait mal au cœur et j'espère juste qu'elle va tenir. Je suis venu ici un peu pour constater les dégâts et ensuite pouvoir en témoigner à pas mal de gens que je connais qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont besoin de savoir, et même collecter des morceaux de charbon comme témoignage de ce qui s'est passé d'effroyable cette nuit. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout le monde sent la même chose. Mes amis aux États-Unis, mais les gens qui m'envoient les mails, le fait que je sois là en France maintenant, c'est comme je suis une célèbre fameuse. Vous voyez, c'est bizarre. Vous êtes en France, on pense à toi. C'est un peu imbécile, vraiment, mais c'est un sens d'humanité commun, quoi. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a interrompu son voyage à Mayotte. Il s'est rendu sur place. Vous le voyez, il a salué bien sûr le travail des pompiers qui ont œuvré, on le disait, toute la nuit pour pouvoir maîtriser cet incendie. Alors avant de parler de cette émotion avec mes invités, on va retrouver notre envoyé spécial Alexandre Poussard. Vous êtes sur les quais de Seine, à quelques mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui Delphine, il y a beaucoup de monde ici au centre de Paris pour voir comment cette cathédrale de Notre-Dame a résisté aux flammes de la nuit dernière. Les trottoirs, les quais de Seine, les stands des bouquinistes sont bondés. Il y a même des passants qui marchent sur la route aux côtés des voitures puisque la circulation a repris. Et on peut dire que la vie touristique parisienne est en train de reprendre son cours. Les touristes veulent avoir leurs photos de Notre-Dame de Paris en partie brûlée. Les touristes français sont un petit peu plus sensibles à l'événement. Ils essayent de constater les dégâts en détail, voir la disparition de la flèche, comment la petite rosace a été abîmée par le feu et cache derrière une toiture éventrée. Puis ils observent les pompiers juchés à une cinquantaine de haut sur la cathédrale pour observer les zones de fragilité de cet édifice causé par l'incendie de la nuit dernière. Merci à vous Alexandre, et au lendemain de l'incendie, l'heure est à la désolation. Les dégâts sont importants, la structure tient bon, mais il y a encore des vulnérabilités. On fait le point tout de suite avec Fabien Recker. L'incendie est éteint, Notre-Dame est debout. L'essentiel de la structure du bâtiment semble sauvé, mais il faut rester prudent, prévient Laurent Nunez qui s'est rendu sur place. Et quelques vulnérabilités ont été identifiées, notamment au niveau de la voûte, c'est-à-dire du plafond, et au niveau d'un pignon du transept nord qui doit être déposé, c'est-à-dire sécurisé. Plusieurs immeubles d'habitation alentour ont été évacués. Les travaux de sécurisation dans la cathédrale devront durer encore 48 heures. Les œuvres du fameux trésor de Notre-Dame
sont quant à elles en sécurité. Notamment la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis qui sont en sécurité à l'hôtel de ville. Pour le reste du trésor, ils vont être mis en sécurité au Louvre dès aujourd'hui ou demain. Les dégâts matériels demeurent dramatiques. La flèche, une partie de la toiture et l'intégralité de la charpente ont péri dans les flammes. Le parquet a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. C'est la thèse accidentelle qui est privilégiée, la thèse d'un départ de feu donc au niveau de la charpente en lien avec les travaux en cours d'exécution. Rien aujourd'hui, je dirais, ne va dans le sens d'un acte volontaire. Plus tôt dans la journée, une réunion interministérielle s'est tenue à Matignon pour préparer un plan de reconstruction. Celle-ci pourrait prendre plus d'une décennie. Alors que s'est-il passé hier? Comment expliquer l'émotion provoquée par un tel incendie à Paris, en France, mais aussi à travers le monde? Comment aborder la reconstruction d'un tel édifice qui pose nécessairement la question de l'entretien de notre patrimoine? On va bien sûr en parler avec mes invités sur ce plateau. Nous ont rejoint François-Xavier Maigre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin Magazine. Également avec nous, Julien Lacaze. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de Sites et Monuments. C'est une association de protection du paysage naturel et du bâti en France. Et puis, Odon Vallée est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes historien des religions. On le voit justement, Odon Vallée, cette émotion en France, dans le monde entier. Vous avez assisté, comme tout le monde, j'imagine, à ces images, cette onde de choc qui dépasse les frontières. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui et comment vous pouvez l'expliquer? Aucune émotion. Ceux qui sont émus n'agissent pas. Quand on a une catastrophe comme celle-là, il faut surtout ne pas manifester d'émotion. Sur ce plan-là, le chef de l'État a été exemplaire. Je rappelle que le chef de l'État est propriétaire du bâtiment. Et il a dit carrément qu'on va rebâtir Notre-Dame. Il s'est refusé à donner le moindre détail, le moindre délai. Il faut être comme ça. Par contre, ceux qui commettent une énorme erreur avec l'émotion, ce sont les maires, les conseillers départementaux et régionaux qui veulent donner des sous pour rebâtir Notre-Dame. Gigantesque erreur. Messieurs les sénateurs, dites à ces élus de ne pas faire une bêtise pareille. D'abord, juridiquement, il n'y a pas d'intérêt local et n'importe quel contribuable pourrait faire des recours. Deuxièmement, dans leur commune, il y a parfois des paroisses, des églises qui sont en ruine, littéralement, qui menacent d'être interdites aux fidèles, arrêtés disant que c'est trop dangereux. Et en même temps, ils vont casser une espèce de dynamique locale. Parce que les gens veulent qu'on garde les églises où ils ont été baptisés, où ils se sont mariés, où ils ont été... Peut-être la réaction. On va prendre un arrêté de péril dans certaines de ces églises. Et je vous ferai réagir aussi, Julien Lacaze. Emmanuel Grégoire. C'est deux sujets différents, mais en fait, j'étais un peu surpris par le début de votre intervention. En fait, je la partage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que sous le coup de l'émotion, on concentre tous les moyens sur Notre-Dame. Il y a effectivement beaucoup d'édifices cultuels qui relèvent de la compétence des communes, et beaucoup d'entre elles ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment. Effectivement, en même temps, on ne peut que se réjouir avec émotion, et je suis désolé de l'assumer. Et même dans les yeux du chef de l'État, je vous assure qu'hier soir, il y avait de l'émotion. Et heureusement, d'ailleurs, se réjouir de cet élan de générosité, de solidarité qui est témoigné. Mais j'entends, et vous avez raison, de dire attention, il y a beaucoup d'édifices qui ont besoin du soutien patrimonial des collectivités, de l'État, des donateurs. Mais voilà, autorisez-nous, dans cette nuit pénible que nous avons tous connue, d'abord de se réjouir de cette espèce de concorde qui s'est installée et de cet élan de générosité. On fera en sorte qu'il n'y ait pas que Notre-Dame qui en bénéficie. Philippe Dallier. Bon, il y a eu une immense émotion partout. Enfin, moi, je n'ai pas croisé quelqu'un depuis hier qui ne m'ait pas dit avoir été pris aux tripes en regardant les images hier. Enfin, c'est une sidération et une grande émotion parce que Notre-Dame, ça n'est pas un monument comme un autre, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde d'ailleurs. C'est vraiment une part de l'identité de l'histoire de France et c'est une grande douleur ce qui s'est passé hier. Après qu'il faille réagir avec sang-froid et que l'État ait à prendre des décisions, je partage absolument votre point de vue. Sur la situation du patrimoine dans le pays, alors là, laissons passer quelques jours pour ne pas mélanger les sujets, mais je pense que nous devrons effectivement avoir un grand débat parce que ça faisait longtemps effectivement que les spécialistes alertaient sur l'insuffisance des budgets. Et quand on voit que les travaux de Notre-Dame, ils auraient dû être effectivement engagés il y a des années et des années, qu'il a même fallu aller faire la quête à l'étranger pour lancer une série le début de ces travaux. Enfin, voilà, nous sommes en France, 6e puissance économique mondiale, avec un patrimoine... 7e et bientôt 8e. Non, 5 ou 6 en fonction des Anglais.
sujet, mais je suis d'accord avec vous, on n'est pas sur la bonne pente. Mais ceci étant dit, la vraie question, c'est voilà, on construit sans cesse des bâtiments nouveaux, parfois dont l'utilité peut être largement rediscutée, qui coûtent des sommes incroyables, et à côté de cela, des trésors aussi inestimables que Notre-Dame ou d'autres édifices, on les laisse effectivement dépérir, et ça, c'est un problème. Julien Lacaze. Oui, c'est vrai que c'est absolument terrible. Ça, je dirais comparable à une amputation. C'est-à-dire qu'on est habitué au profil de Notre-Dame. Elle est là, mais bon, elle n'est plus là, mais voilà. Sans sa flèche. On l'imagine, on a du mal à l'imaginer comme ça, qui disparaît de notre paysage. Sur les réactions politiques, c'est vrai que moi j'ai été assez surpris de ce qu'a dit notre président de la République, qui a tout de suite parlé de collecte. Et je pense qu'il faut, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Odon Vallée, avoir conscience que les cathédrales appartiennent à l'État. Donc c'est une responsabilité d'État. Et là, on touche à quelque chose qui est absolument fondamental. Notre-Dame de Paris, je veux dire, il n'y a pas plus fondamental. Et de parler de collecte, ça rejoint finalement ce qu'on constate de façon générale dans le patrimoine, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à ne plus financer le patrimoine. À dire, voilà, ce sera le loto, ce sera les bâches publicitaires sur les églises qui vont payer, ce sera les mécènes. Mais les mécènes, en réalité, c'est nous. C'est-à-dire que l'État est caché derrière les mécènes, parce que 66%, c'est finalement l'État qui paie. Donc il y a une espèce de reflux comme ça de l'État qui ne souhaite plus assumer ses missions pourtant fondamentales. Il faut rappeler que les crédits de restauration et d'entretien des monuments historiques en France, c'est l'équivalent de 300 millions par an, et que ça représente 3% du budget du ministère de la Culture, qui lui-même représente 1% du budget de l'État. Donc c'est 3% de 1%. Alors ensuite, on s'étonne, parce que ce qui est fondamental pour ces grands édifices, c'est l'entretien, en fait, quotidien. Parce que quand on ne fait pas d'entretien quotidien, on se retrouve à devoir faire des travaux extrêmement importants, donc qui sont des travaux dangereux, parce qu'il faut mettre des échafaudages, il faut mobiliser plein d'ouvriers. Parce que la dernière restauration, on rappelle, datée... 1930, oui. La flèche. Oui, la flèche. 1930. Il faut ajouter que dans le budget de la culture, le budget des monuments historiques et du patrimoine ne cesse de baisser en valeur relative, alors que par exemple le budget des arts de création, etc., du spectacle vivant ne cesse de monter. Ça fait depuis 1981 que c'est comme ça continue. On a un bon ministre de la Culture, je crois qu'il s'en rend compte. Est-ce qu'il sera écouté pour remonter un peu le budget du patrimoine? Parce qu'il faudra baisser d'autres budgets, il faut que tout se fasse à dépenses constantes. François-Xavier Maigre, au-delà de la polémique, ça va poser effectivement la question de la prise de conscience peut-être, de la nécessité de revoir notre politique en faveur de la restauration du patrimoine. Écoutez, là, c'est étonnant parce qu'on est déjà projeté dans l'après, dans des questions. Moi, j'étais assez sensible à ce qu'a dit l'un d'entre vous, sur le fait que je pense qu'aujourd'hui, tout va très vite et on est tout de suite dans l'après, dans les stratégies. Et je pense que ce temps de l'émotion, comme disait Odon Vallée, à mes yeux, c'est important de le respecter. Moi, j'étais dans la rue hier jusqu'à 23h, je suis rentré chez moi très tard et j'ai été frappé en fait par cette profonde paix que j'ai ressentie chez tous les Parisiens, chez tous les touristes. D'ailleurs, on était bien incapable de savoir qui était croyant, qui était incroyant, qui était étranger, français. Il y avait une espèce de ciment, de communion silencieuse. Et après ces mois de fragmentation, de morcellement de la société française qui ont été quand même très violents, je trouve, à vivre pour tous les Français, le contraste m'a énormément frappé. Et j'ai été saisi en fait par ce pouvoir qu'avait la cathédrale Notre-Dame, parce qu'elle symbolisait d'être un ciment national. Et je pense que si vous voulez, tout ce qui va découler de l'enjeu de la relever, de la rebâtir, de lui rendre sa superbe, a été prouvé de façon éclatante hier par l'attachement des Français. Alors justement, François-Xavier Maigre, puisqu'on parle de la reconstruction, on sait que les combles d'où sont partis les flammes faisaient l'objet, on l'a dit bien depuis plus d'un an, de vastes travaux de rénovation. Cette restructuration s'annonce délicate pour un bâtiment classé monument historique en 1861. Les explications d'Adrien Develay. La structure de Notre-Dame est sauvée, mais le site n'est pas encore sécurisé. Déjà, la question de la restauration se pose. Un chantier qui coûtera des centaines de millions d'euros. Difficile d'estimer pour l'instant le temps que prendront les travaux. Selon ce professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge, les experts devront d'abord constater l'ensemble des dégâts. Une partie de la voûte s'est effondrée. Le monument était sujet aux flammes et à l'eau. Une pression très forte, des tonnes d'eau qui se sont abattues sur l'édifice. C'est-à-dire qu'au moment où on va analyser, faire un diagnostic, le monument va continuer forcément à se dégrader. Avant même que charpentiers et tailleurs de pierre ne se mettent à l'ouvrage, les décisions techniques et esthétiques doivent être prises par les experts, les architectes et les responsables des monuments nationaux.
On peut revenir à l'original, recréer la silhouette. Est-ce qu'on doit utiliser les mêmes matériaux? Est-ce qu'il faut utiliser des matériaux modernes? Est-ce qu'on veut un projet contemporain? Effectivement, là, tout est possible. La restauration des monuments historiques est en revanche soumise à des règles strictes. La nouvelle toiture devra pouvoir clairement être identifiable comme étant une reproduction. Elle devra aussi être démontable facilement en cas de nouveaux travaux. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déjà annoncé la tenue d'une conférence internationale des donateurs pour coordonner les financements et les avis d'experts et ainsi reconstruire cette vieille dame bâtie en plus de 200 ans. Ouais, Oui. ça va être Alors, catastrophique sur le plan juridique. Je suis docteur en droit, j'ai été le premier énarque habilité à diriger des recherches en droit. Le droit des dons n'est pas le même dans aucun pays au monde et le droit français est spécial. Nous, on sépare strictement le lucratif et le non lucratif. Il faut savoir que le droit américain, c'est pas comme ça. Il y a des risques de recours devant le Conseil d'État considérables. Les chambres Ça veut dire quoi? Les 600 millions d'euros qui sont déjà actés, on ne va pas pouvoir les utiliser au don? Oh là là, c'est pas donné. Hein. Les familles Arnaud et Pinault sont assez intelligentes pour n'avoir employé aucun terme qui fasse de la certitude sur un don. Parce que, d'après le droit civil, nul ne peut donner et reprendre à la fois. C'est pas donné. Pour que ce soit donné, il faut que ce soit acté. Et c'est là qu'on va bien rigoler. Je crois que vous avez raison. Il ne faut pas s'habituer à trop de mécènes. Certains disent qu'il faudrait augmenter l'exemption fiscale à 90%. Messieurs les sénateurs, écoutez-moi, Emmanuel c'est de la folie. Grégoire, on sait que la maire de Paris s'est dite prête justement à coordonner justement tous ces dons, à organiser peut-être une grande conférence à la fois nationale, internationale pour recueillir ces dons. Oui, il n'y a aucun obstacle juridique. On vous laissera vos débats d'experts, mais il n'y a pas aucun obstacle juridique. Énorme avec les étrangers. Pas du tout. On a l'habitude de le faire. On l'a fait pour les moments mémoriels, etc. Je vous assure qu'on ne va pas refuser les gestes de... Mais ce que vous voulez. Je vous dis qu'il y a des experts qui sont penchés sur le sujet et ils sont éminemment qualifiés pour cela. Et non, je vous dis ils ne sont qu'on pas l'a fait. qualifiés. Très bien, vous leur expliquerez. Nous avons l'habitude de faire ça et on ne va pas dire au président des États-Unis, aux maires des grandes villes du monde, que le problème du Conseil d'État nous interdit de recevoir des dons internationaux. C'est pas comme ça. C'est que les règles ne sont pas les mêmes. Ne vous inquiétez pas, on trouvera les règles pour que cela soit possible. La réalité, c'est qu'il y a un mouvement de générosité qui s'est témoigné, comme d'ailleurs souvent via l'UNESCO, c'est le cas dans des protections patrimoniales internationales. Ça s'est heureusement déjà vu. Ça s'était vu au moment où l'opéra de Venise avait flambé. On a d'autres expériences dramatiques de patrimoine inscrit soit officiellement au patrimoine de l'UNESCO, soit qui relèvent incontestablement du patrimoine de l'humanité. On trouvera la tuyauterie administrative, des gens sont payés pour ça. La réalité, c'est que par contre, on a besoin de la canaliser avec deux messages principaux. Le premier, c'est éviter que des particuliers soient pris au piège d'annonces un peu frauduleuses ou au moins hasardeuses en termes de support juridique, vous avez raison d'alerter là-dessus, et donc utiliser les vecteurs officiels, la Fondation Notre-Dame, qui à mon avis, à court terme, l'instrument idoine parce qu'elle existe et elle a vocation à financer la restauration de Notre-Dame. Il y a la Fondation du patrimoine qui a également lancé un appel à souscription, et l'État, et nous... Et la Fondation de France. Absolument. Et nous, on travaille avec l'État et donc nous annoncerons dans les heures ou jours prochains, une fois que tout sera calé, le dispositif de souscription nationale tel qu'il a été présenté par le président de la République et la maire de Paris. La difficulté, c'est pour l'instant, on ne sait pas combien ça va coûter. C'était dit très intelligemment dans le reportage. Il va falloir chiffrer, ça va prendre du temps. La reconstruction, je le disais, ça s'annonce long et délicat sur ce type ça, effectivement, c'est trop prématuré. Il faudrait savoir justement si le et bâtiment... tout ça se situe dans une situation où les dons des Français sont en baisse. Plus on donnera pour Notre-Dame, moins on donnera pour d'autres causes. Et c'est déjà commencé. Dès aujourd'hui, il y a des gens qui pensaient avoir des subventions de tel organisme et qui ne l'ont pas. On a ça à la Fondation de France dès ce matin. On pense 30 à 40 ans, certains se désolent peut-être de ne pouvoir jamais revoir la flèche et puis d'assister à la réouverture justement de Notre-Dame. Oui, effectivement, ça va durer extrêmement longtemps, mais c'est pas le plus grave. Hein. Il faut que ce soit bien fait, mais il faut quand même réfléchir de façon générale, je crois, à l'entretien tout simplement de notre patrimoine. Réfléchir aussi sur ce que c'est que le mécénat. Le mécénat, c'est quelque chose qui est en plus, c'est-à-dire que ça ne dispense pas l'État de remplir ses missions fondamentales. Et là, il n'y a pas de monument historique plus fondamental que Notre-Dame. Donc la première chose à faire, c'est pour l'État de dire « je suis propriétaire, j'assume ». Ensuite, effectivement,
on ne peut pas décourager des gens qui veulent donner de l'argent. C'est important. Il faut mais voilà, il y aurait peut-être aussi une réflexion à faire sur une péréquation. Toutes ces églises qui, dans des petites communes, sont en train de s'effondrer. Moi, je pense à une église dans le Cher, l'église du village de Jussy. Le conseil municipal, elle date du XIIIe siècle, comme Notre-Dame. 13e, 19e, conseil municipal a voté la démolition. Il faut 1,5 million. Voilà, 1,5 million. Une petite association vient d'être fondée. En 2017, on a adhéré d'ailleurs symboliquement à cette association. Est-ce que c'est pas cette association qui a plus besoin de mécénat? François-Xavier Maigre, oui, il a tout compris. On voit bien François-Xavier Maigre aujourd'hui quand même qui a cet élan de solidarité nationale autour de Notre-Dame de Paris en particulier. J'imagine. Oui, je suis très sensible à ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a énormément entre guillemets, de petits patrimoines dans les régions, dans les territoires, qui aujourd'hui dépérissent faute de subventions, faute de dons. Et parfois, il suffirait de peu finalement pour les sauver. Et les gens sont démunis, ne savent pas comment monter un dossier de subvention, ne savent pas comment s'organiser pour sauver ce patrimoine. Et voilà. Après, c'est vrai que Notre-Dame, elle cristallise quand même quelque chose de symbolique très, très fort. Moi, le message, à mon avis, qui est important à envoyer aux gens qui nous regardent, c'est que la cathédrale, elle va connaître une nouvelle vie. Moi, personnellement, je suis très sensible, par exemple, à la cathédrale de Reims, qui a connu des avaries terribles pendant la Première Guerre mondiale et qui aujourd'hui est un monument On peut s'en inspirer sublime. justement Voilà. dans la reconstruction. Aujourd'hui, il y a le vitrail de Chagall qui est extrêmement émouvant. Elle a connu une nouvelle jeunesse. Donc voilà, l'histoire n'est pas terminée avec Notre-Dame. Philippe Dallier, on ne va pas faire aujourd'hui le classement dans la priorité des travaux de toutes les églises de France, mais quand même, je le disais, Notre-Dame, c'est aussi notre histoire. C'est-à-dire la une du journal Le Monde aujourd'hui, on voit cette église qui est devenue, finalement, croyant ou non, on le disait, l'église de toute une nation. C'est le symbole de la France, voilà, c'est une part de notre identité, beaucoup plus que la simple histoire de ce pays. Voilà, c'est ce que nous sommes. Et croyants ou pas croyants, je crois que c'est profondément ce que les gens ressentent. C'est pour ça que l'émotion est si importante, pas seulement en France, partout dans le monde. Mais pour revenir sur la générosité publique, moi, elle ne me dérange pas. Et il ne faut pas que ça soit l'arbre qui, effectivement, cache la forêt. Il faut que nous ayons le débat. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que ça va apparaître comme polémique, mais il faut que nous ayons ce débat sur l'entretien du patrimoine. Moi, je vous rejoins sur ce que vous disiez. Ça n'est pas aux communes de France qui ont déjà des problèmes de financement à voter des délibérations pour aller subventionner la rénovation de la cathédrale de Paris, pas plus qu'au département. Je pense qu'ils ont assez à faire dans leur territoire. Donc ça va relever du budget de l'État, mais que nous fassions appel à la générosité publique, là, je pense que les dons vont venir du monde entier, et je pense qu'il y a toutes les solutions juridiques possibles, et donc on en a besoin. Mais ayons ce débat, parce qu'on sait que ce pays doit faire des économies. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté. Et il en est des monuments historiques, je vais faire un parallèle qui va peut-être vous surprendre, mais il en est des monuments historiques comme il en a été du réseau SNCF. À force de ne pas l'entretenir, tout d'un coup, on a des catastrophes, et ça nous coûte beaucoup plus cher après. Mais le patrimoine, c'est exactement la même chose. Alors l'État doit faire des économies, la question c'est où est-ce qu'il les fait? Et il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas transiger, et sur le patrimoine, on a trop transigé. Et puis encore une fois, il y a une question de courage politique. Moi, quand je vois, pas de faire de parallèle avec, je ne vais pas donner de nom, mais quand je vois le coût de certains nouveaux équipements sportifs, de nouvelles salles de spectacle, parfois financées par l'État ou des collectivités locales, je suis ahuri. Je me demande, mais comment est-ce qu'ils sont allés trouver l'argent pour des salles de 40 000 places, une à l'Est, une à l'Ouest? Je me dis, mais franchement, est-ce que dans ce pays, il n'y a pas d'autres choses à financer? Voilà. Et la preuve, est-ce qu'il y a des retards justement en ce qui concerne les travaux de rénovation de Notre-Dame? Alors, Notre-Dame, c'est pas nous, c'est l'État, c'est géré par la Direction régionale des affaires culturelles. Et honnêtement, c'est vrai qu'on peut regretter que ce soit trop tard, mais je pense qu'on fait un mauvais procès en l'espèce. C'est-à-dire que pour la première fois depuis très longtemps, elle fait l'objet d'une rénovation majeure. Et la question qu'elle pose, ce sera à l'enquête de le démontrer, c'est à mon avis d'abord la question de la sécurité des chantiers de ces bâtiments. Parce qu'il n'est pas rare dans l'histoire que ce type de drame arrive précisément au moment des chantiers. Et il semblerait que les chantiers soient l'occasion d'une forme d'assouplissement ou en tout cas de dérèglement sur les procédures de sécurité. Il faut savoir que Notre-Dame, c'était une inspection quotidienne de la forêt, de la chapelle et de la toiture par les pompiers. Donc voilà, il faudra voir si c'est les travaux. Le procureur de Paris laissait entendre que le lien avec les travaux commençait à apparaître évident. Mais il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'entretien patrimonial et il y a le sujet de qu'est-ce qui s'est passé et comment on fait des travaux sur des bâtiments aussi exceptionnels et dont on sait en plus il y a peu d'entreprises qualifiées et peu d'entreprises disponibles parce que des entreprises y compris
Le simple fait d'avoir la compétence de monter un échafaudage, c'est la compétence quasiment sur les doigts d'une main en France en termes d'entreprise, compte tenu des hauteurs de façade, des contraintes. On le voit derrière vous, c'est déjà une prouesse en soi d'avoir pu l'installer. C'est une énorme prouesse en soi et extrêmement long. Donc il y a un cathédrale. sujet de la question de la sécurité de ces chantiers sur site exceptionnel. Manifestement, là, ça. À partir du moment où un monument est classé monument historique, le coût est multiplié par 2,5. C'est exponentiel. Absolument. Justement, on parlait du problème de financement et du mécénat. Je vous propose de voir les explications de Cécile Sixou qui revient justement sur la loi Ayagon de 2003. L'incendie n'était toujours pas maîtrisé et déjà hier soir, Emmanuel Macron lançait un appel aux dons. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Depuis ce matin, les dons arrivent de toutes parts. Des particuliers, le site de la Fondation du patrimoine a d'ores et déjà recueilli plus de 2 millions d'euros, mais aussi des mécènes comme François-Henri Pinault qui a tout de suite promis 100 millions d'euros et LVMH 200 millions. Et enfin, les collectivités aussi comptent participer, l'AMF, la ville de Paris, mais aussi les régions. La région va évidemment donner son obol. Nous avons décidé de donner 10 millions d'euros d'aide d'urgence au diocèse de Paris, de façon à ce que les travaux les plus urgents puissent être lancés immédiatement. Ces dons pourront être déduits des impôts, pour les particuliers de 66% et 60% pour les entreprises. En d'autres termes, si un particulier fait un don de 100 euros, il sera remboursé après impôt de 66 euros, une entreprise de 60 euros. L'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, suggère que l'on classe le monument trésor national. Dans ce cas, les donateurs bénéficieraient d'une réduction d'impôt de 90%, une hypothèse visiblement étudiée par le gouvernement. Alors ce dispositif de Trésor national est réservé aux œuvres qui risquent de sortir du territoire. Nous allons voir avec le gouvernement quel dispositif spécifique nous mettons en œuvre. Mais bien évidemment, l'État sera là aux côtés de tous nos compatriotes pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Pour le moment en tout cas, impossible de savoir à combien s'élèvera le coût des travaux, ni le temps que cela prendra. Il va falloir des modifications législatives en ce qui concerne le mécénat. Emmanuel Grégoire, ensuite Dany, je ferai déjà après. Ouais. Pas nécessairement, à mon avis. Je pense que beaucoup de dispositifs existent, à moins qu'on nous démontre que ceux qui sont effectivement disponibles ne sont pas efficaces. Je pense que la vraie question, c'est effectivement comment réunir les fonds nécessaires. Alors effectivement, on peut dire c'est tout le budget de l'État, ou alors on fait appel aux dons et aux mécénats. Moi, je pense qu'il faut, sur ce cas particulier, le faire, eu égard au coût des travaux, qui vont être effectivement extrêmement importants. Oui. Alors, allez-y, pardon. Oui, donc c'est vrai. Donc l'idée de classer Notre-Dame trésor national, bon, finalement c'est une formule. Hein, c'est pour lui faire bénéficier d'un taux de défiscalisation plus important que le taux ordinaire qui est 66%. Bon, mais cela dit, dans certaines limites. Dans certaines limites, oui, effectivement. Mais cela dit, il faut bien voir que dans ce cadre-là, c'est un manque à gagner pour le ministère des Finances, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui paie. Donc là, le levier fiscal, il est seulement de 10%. C'est-à-dire que l'entreprise va payer 10%. Donc ça, c'est quand même pas grand-chose. Alors, autant vraiment que l'État, enfin moi j'aimerais, assume ses responsabilités en disant, voilà, la cathédrale de Paris, ça va être fait sur un budget d'État. Mais c'est vrai que le terme de mécénat a ça de commode qui permet d'avoir l'air vertueux budgétairement. C'est-à-dire qu'on a l'impression finalement que les mécènes, personne ne va aller voir quel est le taux de déduction qui est derrière, que ce sont des mécènes qui paient, et en fait c'est la collectivité. Donc là on en est arrivé à quelque chose qui est très tordu, c'est-à-dire de ne pas pouvoir assumer le financement du patrimoine parce qu'on s'est tellement reposé sur des expédients, sur le loto, sur la publicité, que finalement... voilà, disons les choses. Oui. Un dernier mot, Emmanuel Grégoire, parce que je sais que vous devez nous quitter. Alors, moi, je suis totalement d'accord. Il faut bien comprendre qu'à 90% de défiscalisation, quand quelqu'un donne 100, c'est nous tous qui en payons 90. Donc, on ne peut pas à la fois reprocher à l'État de ne pas mettre assez et en même temps accélérer trop ces mécanismes de défiscalisation. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut que l'État reprennent un rôle à la hauteur de ce qui est son rôle, qui est des mécanismes de défiscalisation. C'est pas inintéressant parce que ça consiste en fait à créer un effet de levier auprès de partenaires privés, mais c'est nous qui payons, c'est nous tous, hein, tous ceux qui contribuent au budget de l'État. Et c'est vrai qu'on a un paradoxe, c'est-à-dire que typiquement les édifices cultuels, c'est pas le cas encore une fois, je dis que là on est plutôt sur un problème de sécurité de travaux, mais les édifices cultuels relèvent du budget des communes au titre de la séparation
de loi de séparation de l'Église et de l'État. Or, ce ne sont pas les communes qui peuvent bénéficier des mesures de défiscalisation, de les inciter, etc. Et donc, d'une certaine manière, l'État est pilote dans les politiques de défiscalisation, etc. Mais il manque sans doute des crédits d'extrémité pour tous ces petits édifices du patrimoine. Et moi, je suis totalement d'accord avec vous, en dépit de l'affection que j'ai pour Stéphane Bern et son combat pour le patrimoine. L'enveloppe qu'il a levée est ridicule au regard des enjeux, ridicule au regard des sommes engagées. Sur le mécénat, il faut faire très attention rapidement. à certains excès qui ont été dénoncés par l'inspection des finances et par la Cour des comptes. Si on fait du 90%, je vous garantis qu'il n'y aura plus un seul don qui ira pour ceux qui ne bénéficient pas d'autre chose. Eh bien, Il y a merci. déjà Merci, ce matin Audon Vallée. des associations et des fondations qui sont hyper inquiètes de cette histoire des 90%. Merci Audon Vallée, merci à vous Emmanuel Grégoire, merci François-Xavier Maigre. On continue cette émission, on retourne à la salle des conférences où Tam Tragny nous attend avec le sénateur communiste de Paris, Pierre Laurent. C'est à vous, Tam. Oui, Pierre Laurent, une première question toute simple. Que représente pour vous Notre-Dame de Paris ? Je suis comme tout le monde, j'étais immensément triste en voyant le spectacle des flammes hier. Moi qui suis un Parisien né à Paris, évidemment c'est quelque chose d'extraordinaire qui représente la ville, son âme aussi. Et évidemment, on était atterrés par le spectacle hier. On a appris heureusement ce matin que grâce à l'immense travail des pompiers, à leur courage, des choses essentielles ont pu être sauvées, les tours, la structure, et visiblement grâce à un travail extrêmement courageux de leur part. Maintenant, évidemment, ont effectivement risqué leur vie, notamment pour qui sont montés dans la tour pour la sauver, celle qui était menacée. Évidemment, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est reconstruire Notre-Dame, en respectant le joyau architectural qu'était l'Église. Votre regard sur ce moment d'unité nationale qui s'ouvre, aussi bien au niveau politique, aussi bien sur le fait que les propositions de dons affluent de la part de mécènes, que de nombreux maires disent vouloir aujourd'hui contribuer. Ce qui se passe depuis hier montre qu'effectivement Notre-Dame fait complètement partie du patrimoine national, du patrimoine public, j'ai envie de dire national, et puis le fait que tout ça transcende tous les clivages. Ça montre aussi l'attachement des Français au patrimoine et à la manière dont il s'est construit. Donc c'est assez compréhensible, qu'on sent bien qu'il y a un élan de générosité qui se manifeste pour financer la reconstruction. Il faudra quand même aussi que l'État, évidemment, au premier rang desquels, doit prendre ses responsabilités. Effectivement, c'est notre discussion d'ailleurs en plateau, le fait que c'est tout de même une responsabilité d'abord de l'État et qu'il ne faut pas que ce soit les mécènes ou bien d'autres choses qui viennent forcément prendre le relais. En tout cas, il faut effectivement que l'État va devoir augmenter son budget du patrimoine pour faire face à ses responsabilités dans la reconstruction de Notre-Dame. Il peut y avoir des concours du public et d'autres. Les choses ne s'opposent pas, mais il y a une responsabilité publique à reconstruire Notre-Dame, oui, c'est certain. Eh bien, merci beaucoup Pierre Laurent pour votre réaction. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction en direct. On va retrouver une nouvelle fois Alexandre Poussard, toujours sur les quais de Seine, à quelques mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où on le disait, les spectateurs, les touristes, les Parisiens viennent constater les dégâts et parfois se recueillir aussi, Alexandre. Oui, je suis avec un Parisien, Pierre-Alexandre. Quel est votre sentiment cet après-midi face aux dégâts de Notre-Dame de Paris ? Très sincèrement, beaucoup de tristesse quand on voit cette grande dame aujourd'hui vraiment amputée de tout son toit, de sa flèche, etc. Ça fait vraiment bizarre. Comme je disais, je viens seulement d'arriver là à l'instant, j'étais en voyage, donc j'ai regardé hier soir toute la nuit presque ce qui se passait. C'est vrai que c'est très, très marquant. Comme je vous disais, c'est un peu cette comparaison, alors sans le terrorisme, mais avec le World Trade Center, quand on voit cette tombée, on peut faire la comparaison avec ces deux tours qui se sont effondrées. Et c'est vraiment le monument de Paris. Vous voyez, la Notre-Dame, c'est spécial, quoi. Il y a la Tour Eiffel, mais Notre-Dame, c'est vraiment spécial. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, Notre-Dame de Paris ? Tout, ça représente Paris. On dit souvent c'est le kilomètre zéro de toutes les cartes de France. C'est le point de départ de l'histoire. C'est 2 siècles de construction. C'est aujourd'hui de l'avoir comme ça. Et alors, est-ce que vous êtes prêt à donner pour participer à la reconstruction ? Oui, clairement. Moi, il n'y a pas de souci. Je donnerai en fonction de mes moyens. Et c'est vrai que j'avais cette discussion-là avec des amis, mais
Demain, on me disait même, allez, on augmente vos impôts de 5 € et tout part pour la reconstruction de Notre-Dame. Pourquoi pas? C'est vrai que moi, ça ne me dérangerait pas aujourd'hui de donner de mes revenus pour pouvoir reconstruire cette histoire, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement de solidarité mondiale pour Notre-Dame de Paris qu'on voit actuellement? C'est super, ça prouve aussi que voilà, ce que représentait Notre-Dame, c'est que ça touche tout le monde en fin de compte. Tous les pays se sentent concernés. On a vu des très gros noms de très grandes sociétés. Je trouve ça très impressionnant. Mais ça montre aussi voilà, ce que représentait Notre-Dame, un pour les Parisiens et puis deux pour le monde. On en vient maintenant à ce défi immense qui s'annonce pour reconstruire Notre-Dame. Le chantier du siècle devra se faire en un temps record avant les JO de 2024 et les travaux seront des plus délicats. Cécile Sixou. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Hier soir, Emmanuel Macron s'y est engagé. Notre-Dame sera reconstruite en 5 ans. Des paroles aux actes, Édouard Philippe a annoncé ce matin un projet de loi qui sera présenté dès la semaine prochaine pour la reconstruction de Notre-Dame. C'est un objectif ambitieux, mais je pense qu'il est sain que l'État et l'autorité politique et le chef de l'État fixent des objectifs ambitieux. En tout cas, notre travail, dès hier, dès aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet objectif soit atteint. Emmanuel Macron veut aller vite. Une bonne nouvelle pour les élus parisiens. Moi, je suis favorable à ce volontarisme en termes de calendrier. Dans 5 ans, c'est les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que le monde entier aura les yeux braqués sur la France et sur Paris. Et donc c'est important que nous puissions donner la plus belle image de Paris possible. J'ai été heureuse de l'entendre fixer cet horizon de 5 ans, parce que toute la journée, on avait entendu des gens disant ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, du coup, on baisse les bras, on se résigne. Et je pense que la France ne doit pas se résigner. Roger Carucci approuve aussi l'engagement, mais l'estime un peu trop ambitieux. On sait très bien que le temps des analyses, le temps de préparer évidemment le plan de reconstruction, on ne commencera pas les travaux avant probablement 9 mois. Et il faudra probablement, parce qu'on n'a plus les ouvriers charpentiers, on n'a plus les équipes qu'on avait il y a encore peut-être 40 ou 50 ans. Donc il faudra probablement une dizaine d'années. Le gouvernement a d'ores et déjà lancé un concours des architectes pour reconstruire la flèche de Notre-Dame. Et justement, on va en parler avec mes invités. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Hubert. Bienvenue à vous. Vous êtes présidente de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques. Également sur ce plateau, Catherine Tricot. Bienvenue. Vous êtes architecte urbaniste. Jean-Pierre Leleu est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur LR des Alpes-Maritimes et vous êtes le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Patrick Liébus est également avec nous. Bonjour. Président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ancien pompier de Paris. Vous êtes spécialiste des charpentes et du bois. Damien Deschelette est également avec nous. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes architecte en chef du Sénat, avec comme spécialité eh bien, la conservation et la restauration des statues, des sculptures ornementales et des peintures. Première question pour vous, Charlotte Hubert, parce qu'on parle déjà du chantier du siècle. Vous êtes d'accord avec cette expression? Oui, parce qu'il s'agit de Notre-Dame de Paris. Et que l'immense émotion qui a été générée par cet incendie nous montre à quel point ce monument insigne appartient à tous, à quel point le monument historique est le bien commun. Chacun s'est senti dépossédé quand la forêt, cette grande charpente, est partie en flammes. Et c'est dans ce moment blessant pour nous, les architectes en chef qui sommes au chevet quotidiennement des édifices et dont la mission première est de les sauver, de les conserver, de les transmettre. Dans ce moment blessant, on a quand même eu cet espoir de se dire tout le monde l'aime et tout le monde la veut et elle est le repère. On va au-delà de l'architecture paysagée de tous. Donc c'est sûrement pour cette raison le chantier du siècle, parce que le monde entier connaît Notre-Dame de Paris. S'il y avait besoin de le prouver, c'est fait. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et puis la tâche est importante et Dieu merci, j'ose dire, on ne reconstruit pas une charpente et une toiture de cathédrale du XIIe et XIIIe siècle tous les jours. Donc rien que pour ça, c'est le chantier du siècle, effectivement. Avec un nouveau défi fixé hier, Catherine Tricot, par le chef de l'État. Il promet que la restauration se fera en 5 ans. C'est un délai raisonnable, selon vous?
Déjà, je pense que c'est un peu prématuré pour se prononcer, puisqu'en fait, on vient juste, enfin, elle est encore fumante, la cathédrale, et donc on ne sait pas tout à fait l'état des structures. On est encore inquiet pour le pignon nord. Des mesures de confortement doivent sans doute être prises pour les pignons pour sauver les rosaces. En fait, un des enjeux principaux, parce que si des pierres tombent, ça se reconstruit. Si la rosace tombe, là, je pense que c'est une perte irrémédiable. Donc, pour l'instant, je pense que c'est peut-être un peu rapide de se dire que on va pouvoir refaire en 5 ans. Ceci étant, si on s'en tient à la situation présente, 5 ans, ça me paraît grosso modo un délai possible pour faire une charpente et une couverture sur 3000 m². Ça me paraît de l'ordre du possible. Jean-Pierre Leleux, votre regard sur à la fois effectivement ce volontarisme politique, il a voulu susciter de l'espoir aussi en disant c'est possible en 5 ans. Qu'en pensez-vous ? Le volontarisme politique est accompagné par une émotion tellement partagée qu'elle est légitime. Nous sommes encore dans le temps de l'émotion et c'est normal. Tous les Français et même le monde entier se retrouvent dans l'étonnement, dans la peine, et on est dans ce temps-là. Ce temps de l'émotion va tout doucement, non pas disparaître, mais il sera à ce moment-là le temps de l'inventaire, de la sécurisation qui, elle, est urgente. Il faut sécuriser le bâtiment. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est exactement l'inventaire des véritables dégâts, et notamment ceux des flammes et ceux de l'eau. Et les fragilisations que cela a pu provoquer sur l'ensemble de l'édifice, notamment sur les rosaces. Puis viendra le débat qui, lui, risque d'être un peu compliqué sur le parti pris architectural qui sera adopté pour... On va y venir puisqu'on sait qu'un concours a été lancé. Faut-il reconstruire à l'identique ? On va se poser la question. On continue ce tour de table avec vous, Patrick Liébus, sur ce délai. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de repères. Il n'y a pas eu beaucoup de chantiers similaires dans l'histoire récente, finalement. Que pensez-vous de ce délai fixé par le chef de l'État ? Un chantier à une telle échelle sur un monument de ce type-là, c'est pas quelque chose de courant. Donc c'est vrai que de donner des délais, c'est bien parce qu'il y a une ambition. On se dit qu'on veut faire les choses. Les faire trop vite, ça serait dangereux de les faire trop vite. La première des choses, et ça a été dit, il faut déjà vraiment sécuriser le bâtiment. Il a été mis quand même à rude épreuve. Il y a des parties qui sont encore extrêmement fragiles. Je pense il y a des voûtes. Si jamais les voûtes devaient bouger, ça aurait des conséquences sur les murs porteurs qui seraient quasi immédiates puisqu'il y a quand même une poussée qui s'opère sur les côtés. Donc il va falloir traiter de cette façon-là. Ensuite, ce bâtiment, il faut tout de suite le mettre hors d'eau. C'est-à-dire qu'il va falloir le protéger à la pluie. C'est pour l'instant une semaine qui est à peu près correcte. On a de la chance, entre parenthèses. Mais il va falloir le mettre hors d'eau. Puis après, derrière, il va falloir que les architectes, il y a une décision politique du choix de reconstruction, que les architectes se mettent en œuvre, que tous ceux qui sont dans l'acte de construire travaillent, et qu'après qu'on voie avec les entreprises la méthode qui sera la plus retenue. Parce qu'après, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être retenues. L'aspect extérieur, il peut être arrêté tel qu'il était, et normalement, il faut avoir un aspect qui conforte ce qu'était Notre-Dame. Ça fait partie de notre histoire, comme ça a été dit. Après, maintenant, il y a des techniques un peu différentes pour le support de la charpente, par exemple, ou autre. Là, il faut vraiment regarder ça sérieusement. Les pierres ont été chauffées. Je regardais l'échauffement des pierres en regardant de près. Il y a eu des échauffements de pierres qui sont très importantes. Donc là, il va falloir quand même faire très, très attention. Il va falloir que les bureaux d'études travaillent dessus. Il va falloir faire des études techniques. Et puis après, mettre tous les bons professionnels, parce que là, c'est des vraies spécialités. Il faut des entreprises monuments historiques qui viennent sur le chantier. Et là, il va falloir mettre tout le monde autour de la table. Je pense rapidement pour les mettre autour de la table pour créer une coordination. Et après, il va falloir chercher les meilleures entreprises sur notre territoire pour arriver à faire ce type de travaux. Mais les savoir-faire existent en France. Ça, c'est rassurant. Damien Deschelette, on parle de cette phase d'expertise. Effectivement, comment vous travaillez, vous, justement, quand vous êtes face à ce type de restauration ? Encore une fois, un peu inédit, on disait. C'est un projet inédit pour compléter ce qui a été dit. Actuellement, quand on travaille sur des monuments historiques, on travaille sur des opérations pluriannuelles ou beaucoup plus ponctuelles sur telle ou telle partie de l'édifice. Là, on se trouve devant un grand projet, un projet très important, avec l'objectif annoncé par le président de 5 ans. Mais également, on voit qu'il y a un budget qui est très important. Il y a aussi un contexte qu'on peut considérer comme favorable, c'est que ce bâtiment est totalement dégagé. Il y a une emprise assez large autour du bâtiment pour organiser un chantier qui ne soit pas trop complexe. Et puis, on est aussi dans un pays où on a un savoir-faire et des entreprises
qui savent intervenir sur ce type de bâtiments et qui peuvent répondre aux objectifs annoncés. Bien sûr, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est la nature des désordres. Apparemment, la structure a tenu. Il y aura certainement des voûtes à reprendre, des voûtes d'arête, probablement aussi des éléments de maçonnerie. Tout ça va prendre du temps. Mais pour organiser un tel chantier, on va avoir de gros moyens. On va structurer une équipe avec des gens très performants qui doit bien s'organiser. Et on dispose aujourd'hui d'outils extrêmement performants pour réaliser ce type de chantier qu'on n'avait pas autrefois. Comme des scanners, par exemple, les scanners, des drones, la possibilité de digitaliser des plans et de faire des maquettes numériques, et j'en passe. Donc on a quand même des atouts favorables pour répondre beaucoup plus rapidement que ça ne l'avait été lors d'autres catastrophes du passé. Charles Autubert, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette image parfois de chantier très méticuleux avec un savoir-faire un peu à l'ancienne traditionnelle, et pourtant il y a aussi la technologie qui vole au secours de ce type de restauration. Oui, Dieu merci, les chantiers de monuments historiques utilisent les nouvelles technologies, comme le disait très bien Damien Deschlette, et la charpente et la forêt de Notre-Dame de Paris avaient été entièrement numérisées et parfaitement connues, relevées, comme l'ensemble de la cathédrale. Nous avons tous les outils. La sécurisation est en cours. Si je suis parmi vous aujourd'hui, et pas mon confrère Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef de Notre-Dame de Paris, qui est sur place et qui a évidemment, tout le monde le comprendra, a exercé son cœur de métier en étant dans la cathédrale depuis la nuit de l'incendie. Les équipes performantes du ministère de la Culture sont en place. Notre ministre Franck Riester a été avec nous toute la nuit sur place. Le Trésor a été sauvé. Il faut... J'insisterai un tout petit peu sur le fait qu'il faut éviter la vision catastrophiste à l'extrême. Nous avons perdu la charpente, la toiture de Notre-Dame de Paris. Les tours sont là. Il y a eu, beaucoup ont assisté à un départ de feu dans la tour nord qui a été parfaitement maîtrisé. Le grand beffroi, ces cloches sont là. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans la cathédrale la nuit de l'incendie, quand on était au début quand on pouvait juste accéder. 3 voûtes ont été crevées, la voûte du chœur, et c'est l'image qu'on voit partout de cette croix dorée qui est en place. Les voûtes du chœur sont en place. Les tribunes, les couvertures des tribunes, les couvertures des bas-côtés n'ont pas été touchées par l'incendie. Les grandes roses des transepts sont en état. Les objets sont en cours d'inventaire. C'est 1000 objets qui sont en cours d'évaluation. Les grands mets, ces grands tableaux de la confrérie des Orfèvres, ont été évacués. 2 ont pu être évacués pendant la nuit. Après, on ne pouvait plus évidemment accéder à l'intérieur de la cathédrale. Le reste est évacué et on finit ça aujourd'hui. Les équipes sont en marche. L'architecte en chef des monuments historiques est sur place. Nous sommes 39 en France. Nous serons plusieurs sur ce sujet parce que, à sujet démesuré, équipe démesurée, c'est évident. Je dis nous en représentant de notre corps, qui est très mobilisé. Notre ministère met les moyens. Les moyens financiers qui apparaissent sont à la mesure de l'émotion dont vous parliez et permettra de le faire. Et le délai qu'a donné notre président est un magnifique défi qu'on pourra relever. Je regarde les entreprises, mais tous en ordre de marche, mais c'est Notre-Dame de Paris. Avec enthousiasme, on l'entend à travers votre voix. Il y a cette question, effectivement, faudra-t-il reconstruire à l'identique? Je vous propose d'écouter le Premier ministre, puisqu'il y a eu un conseil des ministres spécifique à la reconstruction de Notre-Dame avec un projet de loi, et il lance un concours international d'architecture. On l'écoute. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cadre et le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche. Alors, Catherine Tricot, le débat est lancé. Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique? Il l'a expliqué, Édouard Philippe. C'est vrai que la flèche datée du 19e siècle, selon les plans de Viollet-le-Duc, est déjà en remplacement de celle du 13e. La précédente. Donc on peut se dire que construire à l'identique, ça pose déjà la question de l'identique de quoi?
C'est-à-dire qu'on revient à quoi? Est-ce qu'on revient à la situation de 19e, à la situation hantée? Moi, j'ai l'impression que ça me paraît être intéressant d'ouvrir ce débat. On peut avoir chacun notre penchant et d'en discuter. Ce qui me semble intéressant, c'est que ce puisse être un débat assez large, que ne soit pas tranché par avance et qu'on puisse à la fois entendre les attentes des uns et des autres. Ça me paraît une bonne manière de... Comment dire, que cet événement nous soit l'occasion d'une discussion sur ce patrimoine, sur ce que c'est que cette architecture, sur ce qu'a été ce temps des cathédrales, sur la place qu'ont ces monuments aujourd'hui, et que ça soit un débat citoyen. Et à partir de là, les architectes peuvent être nourris de cette réflexion et faire des propositions. Mais c'est dans un deuxième temps. Il n'y a pas de concours d'architectes va être lancé. Il n'est pas lancé. Parce que quand même, il faut un certain temps pour faire un concours d'architectes. Il faudrait déjà savoir l'état du bâtiment, et puis il faut faire un cahier des charges, et puis voilà. Donc c'est dans le projet de loi. Voilà, c'est un projet, mais c'est pareil. C'est comme ce qu'on disait, c'est que le diagnostic, tout ça, ça va prendre du temps quand même. Je crois qu'effectivement, le problème financier n'en sera plus un. Il va y avoir abondance et probablement suffisamment. Le vrai enjeu, c'est effectivement le parti pris qui sera adopté pour cette restructuration de Notre-Dame. Le concours est une bonne chose. Je voudrais quand même rappeler la Charte de Venise, qui rappelle désormais qu'on reconstruit un monument historique dans l'état le mieux connu précédent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, Madame l'architecte des monuments historiques, l'état précédent, c'est-à-dire celui d'il y a 3 jours, est parfaitement connu, au millimètre près. Donc voilà, moi je ne dis que ça. En revanche, une réflexion, à chaque époque de l'histoire, chaque fois qu'il y a eu des travaux, il y a eu des rajouts contemporains de l'époque, la preuve, Viollet-le-Duc, qui a donné cette flèche. Mais je rappelle cette charte de Venise qui nous amènerait à avoir une orientation plus sage quant aux matériaux et quant... Voilà, moi je suis assez partisan d'un retour à l'identique. Mais c'est un choix tout à fait personnel et le concours me paraît quand même intéressant. Votre regard, Patrick Liebus, puisque certains disent on pourrait imaginer une œuvre contemporaine, ça ne serait pas un contresens, créer une flèche du XXIe siècle, par exemple. Écoutez, la flèche telle qu'elle était, c'était la signature de Notre-Dame. Là, pour l'instant, c'est la signature que tout le monde connaît, c'est cette flèche. C'était l'identification qu'elle avait, cette particularité, cette construction qui était quand même assez particulière, avec des hauteurs hors normes. Il faut reconnaître que ça fait partie de notre patrimoine, entre parenthèses. Reconstruire cela, il n'y aura aucun problème. Là, il y a des techniciens, on a des professionnels qui reconstruisent ça sans aucun problème. Vous l'avez dit, ça a été numérisé de toute façon. On connaît absolument tous les détails et il y a tous les plans. Viollet-le-Duc, on a tous les plans, comme on l'avait d'autres plans. La flèche qui était avant, qui a été détruite à la Révolution, elle avait un autre aspect. Alors, on n'en a que des peintures, donc c'est pas aussi peut-être précis. Il y a peut-être des plans, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, ça fait partie de cette signature. La particularité de ce chantier, je voulais le relever, c'est que quand on travaille sur une rénovation, comme vous le disiez, une rénovation, là, on sait faire. On démonte, on refait, on refait. Là, on est sur une partie qui a été touchée par le feu. Donc, ça demande des précautions particulières. Des femmes et des hommes vont travailler sur ce chantier. Donc, ça veut dire qu'il faut une sécurité hors pair. D'ailleurs, si Notre-Dame existe encore, c'est les pompiers de Paris qui l'ont sauvé. C'est eux qui l'ont sauvé. Ils ont eu quand même une conscience professionnelle extraordinaire. Il y a eu une chaîne humaine qui a permis de sortir tout ce qui est patrimoine. Mais maintenant, il faut réfléchir les choses posément. Je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut faire de cette toiture de Notre-Dame. Elle a des vraies particularités, de par sa charpente, la forêt de charpente qu'il y avait dessus. Mais en plus, c'est une toiture en plomb. C'est une particularité aussi. Ça demande quand même des techniques très particulières. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à remettre en œuvre. Il faut du temps. Le chef de l'État, au contraire, veut aller vite, lui. Mais je comprends le chef de l'État, la décision qu'il nous donne de l'élan, comme je dis. C'est un terme un peu brutal, mais il nous donne de l'élan. Il nous donne envie d'avancer. Moi, je dis, bien sûr qu'il faut des challenges. On doit avoir... La France est un pays de challenge. On en a toujours eu. Là, il y en a un. Mais il faut faire un challenge réussi. C'est quand même mieux qu'un challenge lancé et qui n'irait pas à la réussite. On a quelques exemples de choses qui ont été lancées en précipitation et qui n'ont pas amené des résultats. Donc, je pense que Notre-Dame mérite vraiment qu'on prenne le temps de lui donner ce qu'elle a. Est-ce qu'on peut s'affranchir aussi des règles d'architecture quand il s'agit de monuments classés historiques? Alors, dans l'annonce du concours qui a été faite par le Premier ministre, je ne sais pas, il faut voir, je n'ai pas tous les éléments,
si le concours portera uniquement sur la flèche ou sur la flèche et les couvertures. C'est la vraie question. Déjà, c'est quelque chose... Oui, c'est que la flèche, hein, mais ça sera soumis à l'examen du Parlement. Donc ça peut mais c'est vrai qu'après, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense ma consoeur, mes consoeurs, mais après l'incendie de la cathédrale, il y a des exemples quand même dans le passé de reconstitution de charpentes, notamment la charpente de la cathédrale de Reims par Deneux, qui a été réalisée avec des fermes en béton, qui garantissent aujourd'hui qu'un tel incendie ne puisse pas se reproduire. Métallique, c'est à Saint-Denis ou à Chartres, ça c'est aussi des options qui Ce sont des options que le concours ou que les études approfondiront, mais c'est sans doute pas à exclure. Hein. Du point... Catherine Tricot, pardon. Oui, je voulais juste revenir sur la question du temps. Parce que ce que je pense, c'est qu'il y a un temps de la réflexion, ce qui n'empêche que des choses peuvent se faire en parallèle. C'est-à-dire que le confortement du bâtiment, on n'est pas obligé de, conforter, se poser, avoir un débat citoyen. Les choses quand même... mon avis sur le temps, c'est qu'il faut accorder du temps à la réflexion dans tous ces domaines. Mais ça ne veut pas dire que beaucoup d'éléments ne peuvent pas être enclenchés. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça reporte au calendrier grec la réalisation de l'opération. En revanche, vouloir aller trop vite sur cette phase de diagnostic, de projet partagé, je pense que ça serait vraiment dommage pour la cathédrale et plus encore, ça serait dommage pour notre pays. Parce que c'est quand même un moment de partage de connaissances, de dialogue sur un projet. Et on en manque un peu et donc je pense que ça serait bien de ne pas louper cette opportunité. Dans ce contexte, c'est une polémique autour des dons qui surgit aujourd'hui. Plus d'1 milliard d'euros en 3 jours. Les dons pour reconstruire Notre-Dame atteignent des montants records. Une solidarité nationale et internationale qui ne ravit pas tout le monde. Certaines personnalités de gauche dénoncent d'ailleurs un manque de solidarité sur les questions sociales. Fabien Riquer. Une avalanche d'argent qui interroge. Dans un contexte de baisse des dons aux associations de lutte contre la pauvreté, les montants versés pour rebâtir Notre-Dame dérangent certains syndicats et ONG. C'est d'autant plus choquant que quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que ces mouvements, ces dons, en apparence tout à fait désintéressés, en réalité bénéficient d'une réduction fiscale extraordinairement importante de 60%. En fait, c'est une forme d'optimisation fiscale que pratiquent ces entreprises. Ça veut dire autant d'argent en moins dans les caisses de l'État. Si la famille Pinault, comme le groupe LVMH, affirment qu'ils renonceront à leur avantage fiscal, l'État assume néanmoins une politique attractive en matière de défiscalisation, comme l'a souligné Édouard Philippe mercredi à la sortie du Conseil des ministres. Les entreprises bénéficieront des réductions d'impôts dites de mécénat dans les conditions actuelles. Nous ne modifierons pas l'état du droit en la matière. Nous avons donc opté pour un système incitatif. Des incitations bien comprises par les donateurs, puisque l'enveloppe pour la restauration de la cathédrale a déjà dépassé le milliard d'euros. De quoi peut-être venir en aide à d'autres biens patrimoniaux en danger, comme le souligne, non sans ironie, le sénateur de Paris, Bernard Jomier. Moi, je trouverais souhaitable que l'ensemble de cet argent soit versé dans une caisse qui sert à reconstruire Notre-Dame, bien sûr, mais à rénover d'autres bâtiments du même type dans des villages, dans des petites villes qui ne bénéficient pas des mêmes engagements. Et je suis certain que ces généreux donateurs ne trouveront rien à y redire. Chaque euro versé pour rebâtir Notre-Dame serait utilisé pour cela et pas pour autre chose, a souligné mercredi Édouard Philippe. Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, vous êtes journaliste au pôle parlementaire de Public Sénat. On voit, et on l'a entendu, certains sénateurs qui veulent aussi que tous les Français puissent donner pour reconstruire Notre-Dame. Ils proposent d'ailleurs une fiscalité très avantageuse. Et oui, ce sont 2 sénateurs, les Républicains, Michel Savin et Céline Boulay-Espéronnier. Et ils annoncent déposer une proposition de loi qui porte à 90% le taux de réduction d'impôt pour ceux qui donneraient jusqu'à 1 000 € pour Notre-Dame. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un particulier donnant 1 000 € pour la cathédrale recevra 900 € de réduction d'impôt de la part de l'État. L'idée, c'est que tous les Français, y compris modestes, puissent donner pour Notre-Dame. Évidemment, si vous n'êtes pas imposable, eh bien, vous n'avez pas de réduction d'impôt. Les sénateurs proposent donc, Tam, une fiscalité bien plus avantageuse que celle qui existe aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, lorsque vous faites un don aux organismes d'intérêt général, qui valorisent par exemple le patrimoine, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Donc, si vous donnez 100 €, l'État vous rembourse 66 € sur vos impôts et cela ne vous coûte
entre guillemets, au final, que 44 €. Mais pour Notre-Dame, Édouard Philippe a annoncé que l'État ferait un effort. Et oui, le Premier ministre a annoncé une réduction fiscale de 75% pour les particuliers dans la limite de 1 000 € de dons. Donc si un particulier donne 1 000 € pour reconstruire Notre-Dame, il recevra 750 € de l'État en réduction d'impôt et son don lui reviendra à 250 €. Au-delà de ce plafond de 1 000 €, il aura droit à une réduction d'impôt de 66%, c'est-à-dire la réduction classique. Cette réduction de 75% existe d'ailleurs déjà pour certains dons. Aujourd'hui, si vous faites un don aux organismes d'aide aux personnes en difficulté comme les Restos du Cœur ou encore la Croix-Rouge, vous avez aussi droit à une réduction de 75%. Mais le plafond de don pour avoir cette réduction, il est plus bas que celui qui est prévu pour Notre-Dame. Un particulier peut seulement donner jusqu'à 537 € pour obtenir une réduction d'impôt de 75%, soit 403 € au maximum. Au-delà, il aura droit à la réduction classique de 66%. En clair, si vous voulez faire un gros don et avoir une importante réduction d'impôt, il vaut mieux donner à Notre-Dame qu'au Resto du Cœur. Ouais, c'est tout le problème, on y reviendra d'ailleurs dans notre débat. Alors qu'en est-il des entreprises qui donnent aujourd'hui pour reconstruire Notre-Dame, Tam ? Ces entreprises qui veulent être mécènes pour la reconstruction de Notre-Dame, elles ont aussi droit à leur réduction d'impôt, une réduction d'impôt de 60%. Si une entreprise donne 1 000 €, elle aura une réduction d'impôt de 600 € avec une limite. À la limite, c'est 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires annuel. Notez que si elle donne pour l'acquisition d'un trésor national, elle aura droit à une réduction d'impôt, tenez-vous bien, de 90%. Aujourd'hui, cette disposition, elle ne s'applique qu'aux œuvres d'art dans les musées, des tableaux ou encore des archives. L'objectif, c'est que ces trésors nationaux puissent rester en France. Merci beaucoup, Tam, pour vos éclaircissements. Et puis, on vous retrouve à présent Alexandre Poussard depuis la salle des conférences avec le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias. Oui, Pierre Ouzoulias, est-ce que vous comprenez cette polémique actuelle concernant ce milliard d'euros réunis en 3 jours pour Notre-Dame de Paris, alors que le secteur caritatif manque de moyens ? Bien sûr, je comprends parfaitement l'inquiétude et plus profondément, il y a un vrai souci pour le patrimoine français au-delà de la reconstruction de Notre-Dame. Notre commission de la culture au Sénat a montré qu'il y avait environ 2000 monuments pour lesquels il faudrait engager maintenant des travaux de restauration très urgents. Ça représente une somme de 2,5 milliards d'euros, donc c'est considérable et il ne faudrait pas que l'élan que je salue en faveur de Notre-Dame masque la forêt, c'est-à-dire l'état catastrophique du patrimoine national et du petit patrimoine. Voilà. Alors vous proposez qu'une partie de cet argent récolté pour Notre-Dame de Paris soit finalement utilisé pour le reste du patrimoine ? Je crois que c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça serait très difficile de détourner les fonds. Mais je pense que l'occasion du sinistre doit être utilisée pour réfléchir à une grande loi sur le patrimoine. Et puis surtout se poser la question fondamentale de avec qui on va restaurer. Aujourd'hui, malheureusement, les métiers d'art sont en grande souffrance. Il manque 150 charpentiers, une centaine de tailleurs de pierre. Donc il faut un sursaut national en faveur de tout notre patrimoine, celui de la cathédrale Notre-Dame, bien sûr, mais plus largement. Et donc ce qu'il serait bien, c'est que le gouvernement lance maintenant cette initiative pour tout le patrimoine français. Alors sur ces grandes entreprises qui font des centaines de millions d'euros de dons pour Notre-Dame de Paris, certains les accusent de faire de l'optimisation fiscale. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il faut que nos auditeurs, nos auditrices comprennent bien que c'est des crédits d'impôt qui sont offerts à ces entreprises. Donc, quelque part, c'est de l'argent en moins pour le budget de l'État. Quand elle donne 100 €, elle récupère 60. Donc, c'est 60 en moins pour le budget de l'État. C'est en effet un souci. Ce qu'on a besoin surtout aujourd'hui, c'est d'une pérennité du budget, alors du budget de l'État en général et du budget du patrimoine en particulier. Donc les coûts comme ça, où on arrive à drainer des sommes considérables pour un objet, je pense que c'est pas toujours la bonne solution. On a besoin au contraire d'une politique plus réfléchie, structurelle et récurrente surtout. Alors avec la décision du gouvernement finalement d'augmenter la réduction d'impôt pour les petits dons des particuliers en faveur de Notre-Dame à 75% de réduction d'impôt, finalement Tam
Trannuy l'a dit, il va être plus rentable de donner pour Notre-Dame que de donner au Restos du Cœur. Est-ce que c'est normal? C'est triste. Je discutais avec un prêtre très récemment qui me disait que aujourd'hui la chrétienté, c'est aussi une chrétienté qui est en dehors des églises, des cathédrales, qui est dans la rue et qui se soucie du partage avec les plus pauvres. Donc il ne faudrait pas que cet élan magnifique en faveur de la cathédrale de Notre-Dame fasse oublier ce qui est l'essentiel quand même aujourd'hui de notre humanité, le partage. Et justement, toute cette polémique sur ces dons, est-ce que ça ne va pas casser cet élan de solidarité? Bon, je crois que maintenant les sommes ont été à peu près collectées, parce que vous avez bien compris que ce qui va être décisif, c'est l'apport des grands groupes industriels. Je pense que c'est important que les citoyens et les citoyennes qui ont envie de faire un geste le fassent, mais l'essentiel est garanti. Non, il faudrait une réflexion plus large sur le problème du financement du patrimoine et du financement des œuvres aussi. Vous parliez du secours populaire, oui, des Restos du Cœur. Il faut se soucier en effet de leurs moyens d'existence. Très bien. Merci beaucoup Pierre Ouzoulias de nous avoir apporté votre réaction. Sa suppression serait actée. L'ENA, l'École nationale d'administration, créée en 1945 par De Gaulle, est devenue, malgré elle, le symbole des élites et de l'entre-soi, serait sacrifiée sur l'autel des Gilets jaunes. Une décision jugée démagogique et qui inquiète les hauts fonctionnaires. Marie Grémaud. Supprimer l'ENA, devant les grilles de l'école, les élèves font part de leurs doutes. Je suis un peu sceptique. La réalité des territoires, la réalité des difficultés des Français, je l'ai perçue à chaque moment de poste. Et je regrette profondément cette décision. De l'ENA sont sortis bon nombre de nos dirigeants. Emmanuel Macron en premier lieu, mais aussi François Hollande, Alain Juppé, Édouard Philippe, Valéry Giscard d'Estaing, entre autres. La future disparition de cette école qui forme les hauts fonctionnaires depuis 1945 ne résout pas tout, selon Raphaël Glucksmann. Peut-être qu'on peut réformer l'ENA, on peut remplacer l'ENA par quelque chose d'autre qui aurait une fonction la même, c'est-à-dire de former une élite de services publics, mais juste balancer l'ENA comme ça. Voilà, le vrai problème, c'est qu'il est politique, il n'est pas à l'ENA. C'est en fait une arlésienne démagogique. Depuis des décennies, l'École nationale d'administration fait polémique, souvent présentée comme une caricature de l'entre-soi. Le ministre de l'Éducation nationale prône aujourd'hui le changement. Quoi qu'il arrive, on aura besoin de formules qui permettent cette méritocratie républicaine, laquelle doit notamment être beaucoup plus soucieuse de la diversité sociale de ceux qui bénéficient de cette méritocratie républicaine. L'une des pistes envisagées serait une nouvelle entité regroupant plusieurs institutions, dont l'École nationale de la magistrature notamment, une sorte de super-école des pouvoirs publics. Reste à savoir si la nouvelle structure garantira une plus grande mixité sociale. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec le sénateur Les Indépendants, Jérôme Bignon. Oui, Jérôme Bignon, question simple, est-ce qu'il faut supprimer l'ENA ? Moi, je ne pense pas, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui soient formés à gérer les affaires de l'État. On croit toujours que c'est facile, mais c'est extrêmement compliqué. Le monde moderne n'est pas un modèle de simplicité. La relation à l'intérieur du pays, la relation avec les autres pays, les problèmes techniques, les problèmes financiers, les problèmes diplomatiques sont d'une complexité extrême, et qu'il y ait des gens qui soient formés et y travailler, c'est une bonne idée. Alors, peut-être modifier, réformer, ouvrir, faire évoluer, organiser des stages, des présences dans des métiers de la vie civile. Je crois que c'est plus un renforcement d'expérience, d'un regard plus large sur le monde dans lequel on vit qui est nécessaire qu'une suppression. Il faudra bien un médecin, on a toujours besoin d'un médecin, il faudra bien les former, donc peut-être différemment, mais pour l'ENA c'est pareil. Alors dans les critiques qu'on a entendues dans ce grand débat national, il y a la déconnexion des élites, notamment vis-à-vis des territoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Il y a du vrai, mais il n'y a pas que du vrai. J'ai rencontré des énarques qui connaissent très bien les territoires. On a des préfets, par exemple, qui sont sur les territoires, qui sont des très, très bons et très fins spécialistes. Des sous-préfets qui sont énarques, qui sont des très fins spécialistes. Des DREAL qui sont des très fins spécialistes. Mais c'est plus une question humaine et une question d'appréciation. Dans la carrière des gens, je pense qu'il y a un problème de gestion des ressources humaines de la part de l'État. C'est pas parce qu'on est énarque qu'on est bon pour tout faire. C'est pas parce qu'on est énarque qu'on est bon pour tout faire à tous les niveaux et à tout âge. Il y a des évolutions, et dans les entreprises, il y a des RH, dans l'administration, il y a des RH, mais pour gérer les grands corps, ce sont des décisions qui sont souvent politiques, voire politiciennes, et qui ne sont pas nécessairement bien adaptées. Ou
peut-être qu'aussi on peut se poser la question de savoir si les RH sont gérés par des gens adaptés à ces questions-là. C'est un vrai sujet. Alors dans cette formation de nos élites administratives françaises, est-ce qu'elles finalement sont trop formatées ? Ça donne un peu cette impression-là parfois, mais les problèmes qu'ils ont à résoudre sont des problèmes qui sont très rigoureux, qui exigent un énorme travail, une énorme concentration, une énorme technicité. Et c'est vrai que ils sont formatés, mais je reviens à l'image du médecin. Un médecin, c'est assez formaté. Hein. Dans l'école de médecine, on plaisante pas beaucoup. Après, vous avez des spécialistes, mais à l'intérieur, le métier de base. Mais c'est pareil pour un ingénieur. Prenez un ingénieur méthode dans une grande entreprise, il est formaté parce qu'il a appris à travailler. Un gars qui a fait HEC, qui est dans une banque, il est formaté pour travailler avec une rigueur, une méthodologie qui est très qui est obligatoire. Sans ça, la technique est tellement compliquée aujourd'hui qu'il faut comprendre que... Alors, après, il y a un problème de dimension humaine. Moi, je crois beaucoup à la capacité à donner à l'ensemble de nos administrateurs une richesse humaine, peut-être avec des expériences davantage tournées vers des ONG, des organisations sociales, peut-être travailler dans des hôpitaux, travailler dans des endroits où on a un contact avec les hommes. C'est beaucoup des gens de dossier qui sont sympathiques quand ils sont dans la vie ordinaire comme tout le monde, mais quand ils sont dans leur dossier, ils sont très formatés, c'est vrai. Très bien, avoir une formation plus concrète, plus proche du terrain. Très bien. Plus humaine. Plus humaine. Merci beaucoup Jérôme Bignon d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre pour cette dernière réaction. Et Damien Zaversnik, président de l'association L'Accordé, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Damien Zaversnik, vous êtes le président de l'Accordé. C'est une association qui a été créée pour la diversité sociale dans le secteur public et elle regroupe cette association les anciens de la pré-PENA, égalité des chances. Bienvenue à vous. Est-ce que vous pensez que l'ENA va servir de bouc émissaire ? Alors, c'est en tout cas ce qui ressort de l'actualité et de cette crise sociale des Gilets jaunes à l'issue de ce grand débat. En réalité, aujourd'hui, si on regarde les choses avec un peu plus de distance, il est évident que l'ENA incarne une forme d'aristocratie républicaine qui a tendance à beaucoup reproduire les inégalités sociales. Il ne suffit pas d'être un grand sociologue pour pouvoir le constater, même si un certain nombre de chiffres... malgré les tentatives qui ont été faites pour ouvrir justement cette école, et notamment à travers, on le disait, cette prépa, par exemple, sur l'égalité des chances. Tout à fait. En réalité, il y a eu, il y a 10 ans, une volonté d'avoir un dispositif qui s'appelle donc les classes préparatoires égalité des chances, qui avait pour but de préparer des candidats à la haute fonction publique avec un accompagnement renforcé, issu de milieux modestes. Le constat qu'on peut porter aujourd'hui, c'est que ces classes ont un bilan qui est positif, parce que les personnes qui ont eu la chance d'avoir cet accompagnement ont intégré la fonction publique dans une grande diversité de concours, de catégories A, qui sont devenus des cadres de l'administration, alors qu'ils avaient un vrai parcours d'ascension sociale à réaliser. Mais il est vrai que l'ENA, en particulier, reste un concours de très haut niveau qui reste inaccessible à un grand nombre de candidats issus de la diversité sociale, pour reprendre cette expression. Parce qu'on a vu la direction actuelle de l'ENA qui se défend, qui publie ces chiffres. Il y a dans la promotion actuelle 26% d'élèves boursiers, 14% de petits-enfants d'ouvriers, 9% de petits-enfants d'agriculteurs, etc. Ça peine à convaincre ces arguments ? Ça peine à convaincre, dans le sens où tout le monde aura bien noté le mot « les petits-enfants ». À partir de quand on peut considérer que la diversité sociale est réellement constatée ou qu'elle ne l'est pas ? En réalité, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai problème sur la haute fonction publique et sur la fonction publique tout court. C'est à quoi doit servir la fonction publique ? Quelles sont les missions qu'on donne aux agents du service public ? Quel est le projet de société que les agents du service public doivent mettre en œuvre ? On n'a pas de réponse sur ce côté-là. Et ce qui est intéressant de constater dans cette période, c'est que d'un côté, on a une potentielle annonce d'une suppression de l'ENA au titre de l'ouverture sociale des administrations. Et de l'autre côté, vous avez un projet de loi qui arrive bientôt en discussion au Parlement, qui s'appelle le projet de loi fonction publique, où il n'y a pas un seul mot, une seule ligne sur ce sujet. Et donc on voit qu'il y a une forme peut-être d'hésitation ou du moins de contradiction qu'il nous faut lever, avec probablement ce qu'il nous faut d'abord, une grande réforme de la fonction publique, avec une vraie ouverture sociale de toute la fonction publique et pas simplement de l'ENA. On a vu des réactions, notamment de l'opposition, qui juge cette mesure démagogique. Macron lui-même énarque qui veut supprimer l'ENA. Beaucoup jugent cette mesure populiste finalement. En réalité, sur ces sujets-là qui sont compliqués, demain on peut très bien supprimer l'ENA en ne changeant pas grand-chose derrière. C'est la fameuse phrase « tout changer pour que rien ne change ». Nous, ce qu'on dit au sein de l'association, et où on a des gens de toute la fonction publique avec des parcours d'ascension sociale à tous les niveaux. Donc
on a connu ces dispositifs d'égalité des chances, on connaît la réalité de l'administration. Ce qu'on pense, c'est que d'une part, il faut distinguer quel est l'objectif d'amener des gens dans la haute fonction publique et dans la fonction publique. À ce moment-là, il faut se poser la question de comment on rend accessible, on rend attractifs ces métiers du secteur public qui sont dévalorisés dans une grande partie des territoires de France et en particulier dans les catégories populaires, et la formation des hauts fonctionnaires, la formation des agents du service public. Ce sont deux sujets différents. On a une proposition très simple. Plutôt que de vouloir tout supprimer d'un coup, nous on propose une première affectation d'utilité sociale pour tout cadre issus d'une école de service public, d'être au contact direct des publics défavorisés pour déjà sortir de ce côté hors sol qu'on reproche à la haute fonction publique aujourd'hui. C'est une mesure très concrète qu'on peut mettre en œuvre à très court terme sans avoir besoin d'avoir un grand débat institutionnel. Alors Emmanuel Macron voudrait peut-être justement supprimer d'autres écoles. On parle de l'INET, de l'école de la magistrature, les mines, les ponts, et pour peut-être regrouper toutes ces entités dans une nouvelle structure. Vous y seriez favorable ? Aujourd'hui, on a un sujet dans la fonction publique qui est d'unifier les différents versants. Vous avez la fonction publique territoriale, hospitalière, de l'État. À la fin, ça devient plus forcément très lisible pour les citoyens, à la fois dans les missions qui sont exercées par les différentes administrations, mais surtout, et j'y reviens, dès lors que vous créez des inégalités d'accès avec des modes différents de recrutement, avec des niveaux de recrutement qui sont différents, vous perdez ceux qui sont les plus éloignés de ce bagage culturel et social qu'il faut maîtriser pour pouvoir avoir accès à ces concours. Donc, ce qu'on propose, c'est d'avoir une vision transversale à la fonction publique, peut-être d'avoir effectivement demain une seule haute école de la fonction publique qui forme les managers publics de demain, peut-être pousser cette réflexion dans les autres cadres d'emploi. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir cette vision-là. Ça ne changera pas le problème, peut-être, si l'ENA est finalement remplacée par une autre structure. On ne veut pas reproduire les élites, mais on reproduit le problème. Le diable peut être dans les détails. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'atteler à la question de la formation. Comment on forme les managers à recruter demain, aussi à intégrer des personnes avec des profils différents. Aujourd'hui, que ce soit l'ENA ou d'autres concours de la fonction publique, on est dans une logique méritocratique, certes, mais qui donne un poids considérable et très particulier à la France, aux diplômes, aux codes sociaux. Est-ce que vous avez fait le bon stage? Est-ce que vous avez fait le bonne école? Est-ce que vous venez du bon territoire souvent? Et ça, on peut plus se permettre aujourd'hui dans la fonction publique de perdre un certain nombre de talents avec cette logique d'exclusion, parce qu'on n'est pas capable d'avoir cette vision-là managériale. C'est ça le vrai sujet. Ça marche encore la méritocratie en France, selon vous? Si on regarde en réalité les chiffres, elle a tendance à stagner, voire à reculer. On a eu un phénomène depuis les années 70 de massification scolaire, ce qui a permis dans un premier temps d'avoir une certaine diversité sociale qui a accédé à des grandes responsabilités. Aujourd'hui, cette diversité sociale, elle a tendance à reculer. Quand on regarde les études, par exemple, de M. Rouban sur l'École nationale d'administration, on se rend compte que sur les 10 dernières années, le taux de cadres à l'École nationale d'administration n'a jamais été aussi élevé depuis sa création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut vraiment qu'on prenne la mesure aujourd'hui que les catégories ouvriers, employés, c'est 50% de la population active. Et ne pas prendre ce sujet comme un sujet accessoire en disant on va réformer une école plutôt qu'une autre ou d'avoir un autre dispositif d'accès, c'est un projet de responsabilité sociale pour les administrations qu'il faut entreprendre aujourd'hui. Ce n'est pas une idée neuve, supprimer l'ENA, c'était par exemple dans le programme de François Bayrou, candidat à la présidentielle de 2007. Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite aussi, voulait une nouvelle école d'application pour les fonctionnaires les plus méritants. Est-ce que vous pensez justement que cette mesure, ça va faire évoluer justement cet accès et cette représentation des hauts fonctionnaires, cette élite peut-être injustement aussi stigmatisée par cette crise des Gilets jaunes? Alors l'intérêt qu'on peut constater, c'est effectivement que ça met le projecteur sur un sujet qu'on a souvent mis un petit peu sous le tapis, donc c'est vraiment l'intérêt. Mais encore une fois, si je peux faire passer le message de l'association, nous ce qu'on dit c'est prenons le temps de discuter avec l'ensemble des parties prenantes, les associations, les employeurs publics, les agents du service public qui souvent sont bloqués dans leur carrière parce que vous parliez de l'ascension sociale des élèves méritants. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand vous avez des gens qui viennent effectivement de catégories populaires, qui arrivent à un niveau qui n'est pas un niveau de haut fonctionnaire dans l'administration, qui n'ont pas de dispositif pour être accompagnés dans la carrière, qui ont un vrai problème de pouvoir d'achat et qui du coup s'autocensurent pour avoir accès à ces responsabilités, en particulier les femmes qui restent dans la fonction publique dans une situation qui est très défavorisée par rapport aux hommes. Il faut prendre l'intégralité de ces problèmes, sinon on ne changera rien et on aura supprimé l'ENA sans avoir réglé le fond du problème. Eh bien, merci à vous, Damien Zaversnik, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information politique et parlementaire. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.